Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions Kallman-Lévy, présentent Abigaël, messagère des anges, tome 4, de Marie-Bernadette Dupuis, interprétée par Catherine Gauthier. Chapitre 1. Jour de violence. Angoulême, place du Minage, chez Maxence Vermont. Lundi 4 septembre 1944. Abigaël avait souffert d'insomnie pendant la première nuit qu'elle avait passée à son nouveau domicile. Au lever du jour, elle s'était enfin assoupie, soulagée de se savoir seule dans la maison. En quelques mots jetés d'un ton froid quand il lui avait dit bonsoir la veille, Maxence l'avait prévenu qu'il était attendu à la préfecture dès la première heure. Cependant, elle s'agitait dans son sommeil. Son beau visage à l'ovale parfait frémissait, parcouru par des expressions effrayées, ses paupières ourlées de cils blonds clignaient et ses lèvres tremblaient. Perdue dans les arcanes d'un cauchemar, elle paraissait prête à crier sous l'effet d'une panique viscérale. Des mots résonnaient dans son esprit en un cri unique jailli du fond d'elle-même. « Non, non, non !» Elle revivait au fil de son mauvais rêve des moments hallucinants, aux allures de combat acharné. La scène se déroulait dans le pavillon situé au fond du parc des Vermont, à Vars. Une réception avait été donnée à l'occasion du mariage qui l'avait lié à Maxence, le fils unique de la famille. Après le banquet et 3 tours de danse, impatient, son époux l'avait entraîné loin des nombreux invités, dispersés devant la riche demeure illuminée. Elle entendait encore claquer sur eux deux la porte du pavillon. Une veilleuse luisait sur la table de chevet. Abigaël, épuisée, avait tout de suite senti sur son corps les mains d'un homme un peu ivre qui lui ôtait sa robe, emprisonnait ses seins et se glissait entre ses cuisses. La peur et la révolte l'avaient submergée. Presque tout de suite, Maxence s'était retrouvé à moitié nu. Les traits crispés par le désir, il la poussait vers le lit drapé de satin bleu. Elle s'était débattue, affolée, en criant non à répétition, jusqu'au moment où il l'avait fait taire d'un baiser brutal. « Non, 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 laissez-moi, lâchez-moi, voyons !» Elle avait supplié, en oubliant le tutoiement complice. Mais il s'était montré plus pressant. Au sein du cauchemar où elle se débattait, une certitude s'imposait à elle, un amer constat qu'elle avait fait, déjà, dans l'enfer du pavillon réservé aux jeunes mariés. Sous l'effet de l'alcool et de son instinct viril, Maxence ne ressemblait plus guère à Adrien, son amour perdu, fusillé près de Paris. « Non, je ne veux pas, non! Lâchez-moi, vous me faites mal !» Le hurlement strident lui vrillait les nerfs. Elle se réveilla en sursaut, ouvrit les yeux et se redressa, haletante. Son cœur cognait dans sa poitrine à la même cadence que des coups sourds au rez-de-chaussée. Ce n'était pas elle qui avait crié. « Au secours, je n'ai rien fait! Aidez-moi, au secours !» Les appels montaient de la place. La voix suraiguë lui sembla familière. Elle dominait une rumeur épouvantable, composée de cris sourds, de ricanements et d'insultes. Elle se leva et courut ouvrir la fenêtre. D'abord, une masse agitée lui apparut, dominée par des crânes chevelus, des chapeaux, des épaules et des poings brandis. Des vociférations s'élevaient, odieuses. « Putain à boche, sale traînée! On va l'arranger, la catin! La salope, faut la tondre! Au rempart avec les autres! Qu'est-ce qu'elle gigote, la garce! Oui, à mort les collabos !» Une supplique retentit parmi les colibés et les jurons. « Vite, pitié! Au secours !» Sans perdre de temps, Abigaël se rua dans l'escalier et le dévala, sans se soucier de ses longs cheveux châtain clair dénoués et de sa chemise de nuit blanche. D'un geste vif, elle ouvrit la porte et saisit la femme qui s'était réfugiée là et se plaquait contre le double battant. Le tumulte s'amplifia. La rumeur devint une clameur sauvage. « Et elle va pas s'en tirer comme ça, la roulure des cheleux !
Mais la victime de la vindicte populaire s'était ruée dans le couloir et aidait Abigaël à refermer. Elles durent lutter au début, car un homme taillé en colosse essayait d'entrer, qui renonça bientôt, peut-être dissuadé par la plaque en cuivre où étaient gravés les mots « Étude de maître Maxence Vermont, notaire ». En bon angoumoisin, il connaissait le nom du préfet et celui de son fils. Des huées éclatèrent encore, mais moins virulentes. La troupe assoiffée de violence s'éloignait. « Mon Dieu, ma pauvre Thérèse !» murmura Abigaël, qui peinait à reconnaître la belle coiffeuse de la rue de la Cloche-Verte. « Oh non, qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Ne bougez pas, je vais vous soigner. » La femme demeurait appuyée contre le mur du couloir. Sa somptueuse chevelure cuivrée était tout emmêlée et des mèches pendaient sur ses joues. Du sang maculait son front et son menton, alors que sa robe était déchirée jusqu'à la taille. Son soutien-gorge en nylon rose gardait l'empreinte d'une main crasseuse. « Ils sont fous, totalement fous, » gémit-elle. « Je n'ai rien fait de mal, Abigaël, je vous le jure. Les pires enragés, ce sont les braves dames de mon quartier. Pourtant, elles venaient chez moi, elles aussi. Que vous reproche-t-on? Je ne pouvais pas refuser certaines clientes, les maîtresses des officiers allemands. Maintenant, ils m'accusent d'être une collabo. Il paraît que j'aurais dû leur interdire mon salon. Maurice m'avait averti. Il voulait que je reste chez ses parents cette semaine encore. Je ne peux pas le croire. Me traiter comme ça, moi. On allait me tondre, vous vous rendez compte? Elle luttait pour ne pas pleurer à gros sanglots. Abigaël voulut l'emmener vers la cuisine, mais elle résista, secouée de longs frissons. « C'est fini, ma petite Thérèse, calmez-vous. Personne n'osera venir vous chercher. Vous êtes en sécurité ici. Je vais préparer du café, ça vous fera du bien. Ensuite, je vous prêterai un corsage et une jupe. Pourquoi vous aurait-il tondu? Je ne comprends pas. » Thérèse reprit sa respiration en jetant un regard apitoyé sur le doux visage effaré d'Abigaël. « Bah, ça se fait, » marmonna-t-elle. « Ils ont commencé hier. Je l'ai su par ma voisine Amélie, qui est très gentille, elle. C'est la chasse aux collabos, il paraît. En premier, on traque les filles et les femmes qui ont eu le malheur de fréquenter des Allemands. Pardi, c'est moins risqué que de s'en prendre aux miliciens, qui sont souvent armés. Ah, je vous assure, les hommes se régalent. Regardez ces traces. Il y en a un qui en profitait pour me ploter, oui. Ils frappent, ils insultent. Les mégères sont de la partie, et elles se déchaînent, les ciseaux dans la poche et la tondeuse prête à servir. Seigneur, j'ai échappé à ça, mais jusqu'à quand? » Abigaël avait écouté, très pâle. Elle était écœurée autant que révoltée. « Je n'arrive pas à concevoir de tels agissements, » avoua-t-elle tout bas. « Angoulême a été libéré vendredi soir. Samedi matin, les gens se réjouissaient, et la ville était en fête. Pourquoi font-ils des choses pareilles? » Thérèse haussa les épaules, puis elle esquissa un sourire amer. « C'est le temps des règlements de compte et des vengeances. Et ça ne fait que commencer. Peut-être qu'ils vont s'en prendre à Maurice. Imaginez qu'il lui sabote son taxi parce que c'est mon mari. » Elles échangèrent un regard angoissé. Néanmoins, Abigaël tenta de raisonner la coiffeuse. « Non, dans votre entourage, tout le monde doit savoir que le frère de Maurice est mort, torturé par la Gestapo. Ayez confiance, Thérèse. Maxence est absent, mais dès son retour, il vous aidera. Vous êtes innocente et nous le prouverons. Et Arlette? » « Arlette? Ma petite apprentie. Elle n'a pas pu courir aussi vite que moi. Il la tenait bien, ces sales types. Si je vous disais, Abigaël, il y avait des gosses de 13 ou 14 ans dans la foule tout à l'heure. Ils tiraient sur nous avec des lance-pierres. J'ai reçu un caillou en plein front. Un peu plus, j'avais un œil crevé. Qu'est-ce qu'ils vont lui faire à cette pauvre Arlette? Je sais où ils la conduisent. Sur le rempart du Nord. » « Pourquoi là-bas » s'étonna Abigaël, qui tremblait d'émotion et de nervosité. « Ah, bien sûr, vous n'êtes pas au courant. Ils vont déloger les prostituées d'une maison close. Elles recevaient des boches. Comment faire autrement? Leur patronne prenait l'argent où il était. Elles vont passer un sale quart d'heure.
Si Arlette se retrouve au milieu d'elles, ils ne feront pas de différence. Abigaël croyait entendre à nouveau les insultes et les cris stridents des femmes, exaltée à l'idée d'humilier, de meurtrir d'autres femmes. Elle éprouva un début de nausée en revoyant les silhouettes excitées et les gestes frénétiques des hommes sous sa fenêtre. Arlette n'a pas pu pousser un cri ni se défendre, tellement elle avait peur, ajouta Thérèse dans un hoquet horrifié. Elle était pareille à une petite bête terrorisée qu'on mène à l'abattoir. Mon Dieu, est-ce sa faute? Une fois seulement, elle a été raccompagnée chez elle, rue de Beaulieu, par un jeune soldat allemand plus gentil que ses compagnons. Rien d'autre, mais évidemment, les commères en ont conclu à une amourette ou à une liaison. Thérèse, suivez-moi, je monte m'habiller. Je ne peux pas laisser faire ça. Même si votre Arlette avait eu des sentiments pour un Allemand, de quel droit la maltraiter? Vous pourrez faire un brin de toilette et fouiller dans la penderie de ma chambre pour remplacer vos vêtements abîmés. Surtout ne sortez pas. Et Maurice, où est-il? Je ne sais plus, avec tout ce chambardement. Il a dû partir faire une course avec un client. On devait déjeuner ensemble à midi. Parvenue sur le palier de l'étage, Abigaël se retourna pour adresser un sourire d'encouragement à Thérèse. Mais la coiffeuse se tenait à la rampe et grimaçait. « Vous souffrez ? » « Je me suis blessée au genou, mais ça ira. Ne vous inquiétez pas. Je ne vous ai même pas remercié. Sans vous, j'étais perdue. Enfin, ma réputation. Je n'avais plus qu'à mettre la clé sous la porte et aller travailler à l'autre bout du pays. » Abigaël ne répondit pas. Elle se débarrassa en toute hâte de sa chemise de nuit et enfila la robe en léger lainage beige qu'elle portait le jour précédent. Tout en attachant ses cheveux, elle évoqua le triste et morne dimanche de la veille. « Vous devez être fatiguée, ma chère Abigaël, » avait dit sa belle-mère sur un ton malicieux. « Le lendemain de la noce, on se lève tard et on a les yeux cernés. » Elle s'était dominée pour ne pas dénoncer l'imposture qu'avaient été ces fameuses noces, son propre mariage auquel elle avait participé dans un état second, semblable à un automate au sourire figé. Mais l'attitude de Maxence, dans le pavillon du parc, l'avait arrachée à sa léthargie. J'étais livrée à un inconnu qui n'était plus du tout en adoration devant moi. Il n'était plus ni délicat ni attentionné. Il m'aurait violée, en fait, si je ne l'avais pas menacé de me jeter dans l'étang à l'aube. Tétanisée par le souvenir de leur affrontement, Abigaël mit des sandales. Elle songeait à la jeune apprentie dont elle revit les nattes brunes et le profil de poupée. Elle songea à la brutalité masculine, à Patrick, son cousin, qui l'avait agressée l'hiver précédent. Une haine sourde lui vint au cœur. « Ce n'est pas prudent d'y aller seule, » lui dit alors Thérèse, qui s'était assise au bord de son lit. « Votre mari sera en colère si vous avez des ennuis par ma faute. »« Je n'ai pas peur, » répliqua-t-elle. « Bien évidemment, je ferai valoir ma position d'épouse de M. Vermont, le fils du préfet. Je leur dirai que ni Arlette ni vous n'avez rien fait de mal. Il faudra bien qu'ils m'écoutent. Si Maxence revenait, envoyez-le là-bas, au rempart du Nord. » « Quand même, ça me tracasse. Vous feriez mieux de rester là, » insista la coiffeuse en se tordant les mains. « Je n'aurais pas dû vous mêler à tout ça. » Abigaël eut l'impression qu'une voix douce chuchotait à son oreille une singulière question. Que ferait Claire Roy dans ce cas précis? Alors qu'elle se répétait ces mots, une grande paix l'envahit. La réponse, évidente, lui donna le courage nécessaire. Sa belle dame brune exilée en Angleterre détestait l'injustice, elle qui avait veillé sur l'enfance de Thérèse et qui lui avait servi de seconde mère. « Thérèse !» s'écria-t-elle. « Claire aurait-elle abandonné Arlette aux griffes de cette foule en furie? Non, vous le savez comme moi. Ne craignez rien, je reviendrai ici avec votre apprenti. » 2 minutes plus tard, elle s'élançait vers la rue des Cordonniers, qui rejoignait le rempart du Nord, d'où la plaine s'étendait à perte de vue au pied du promontoire rocheux sur lequel avait été édifiée des siècles auparavant la cité des Valois. Un vent frais surprit Abigaël lorsqu'elle s'engagea dans la rue bordée d'immeubles aux façades grisâtres. Elle apercevait déjà, à une 60aine de mètres, la rambarde en pierre du rempart. Elle pensa à nouveau à la soirée de samedi,
même si ce n'était guère indiqué avant d'affronter des individus des deux sexes et de tous âges. Dans sa superbe robe couleur ivoire rehaussée de fines dentelles, c'était bien elle qui avait discuté avec des inconnus, serré des mains, bu une coupe de champagne. Parfois, parmi les épouses de notables si élégantes, elle distinguait le profil de sa tante Marie, étonnamment à l'aise dans ce milieu huppé. Jacques Itier se tenait toujours à ses côtés, fier de la présenter à ses amis, et Véronique Rousseau, sa sœur, n'était jamais loin non plus du couple. Quant à Béatrice, elle a paradé au bras de Louis de Martignac le temps de comprendre qu'elle ne supportait pas cette brillante société, se souvint-elle. Elle a vite emmené son châtelain bien-aimé vers des lieux plus intimes. La conduite de sa cousine la peinait beaucoup. Abigaël aurait peut-être été heureuse de découvrir un oncle en la personne de Louis de Martignac s'il n'avait pas succombé au charme de Béatrice dès son retour au château. « Je devrais me réjouir s'ils sont heureux », se reprocha-t-elle en arrivant sur le trottoir de la rue pavée qui ceinturait le plateau d'Angoulême en suivant ses anciennes fortifications. Confusément, la jeune mariée avait conscience qu'elle aurait sans doute mieux accepté cette liaison inattendue si Adrien était encore vivant et auprès d'elle. Oui, près de moi, mon amour. Ce serait toi que j'aurais épousé devant Dieu, dans la petite église de Puy-Moyen. Elle repoussa son accès de chagrin et de regret, car la terrible clameur lui parvenait, mélange de férocité et de jubilation, de plus en plus forte à mesure qu'elle progressait vers une esplanade noire de monde. Des cris stridents résonnaient, pathétiques. « Mon Dieu, donnez-moi la force !» implora-t-elle à mi-voix. Le vacarme, les pleurs, les rires et les jurons braillés à tue-tête la révulsaient. Mais ce fut pire à l'approche de la place étroite où s'élevait la caserne des pompiers, un bâtiment moderne au crépi d'un brun gris austère, aux fenêtres et aux issues peintes en rouge foncé. Abigaël vit aussitôt deux jeunes femmes assises sur des chaises que des gaillards hilars étaient en train de tondre en émettant des commentaires ignominieux. Les malheureuses portaient un écriteau pendu sur leur poitrine par une ficelle. On y lisait en lettres rouges l'insulte que certains hurlaient. « Putain de boche !» Saisie par le sinistre tableau, Abigaël s'immobilisa. L'une des filles paraissait très jeune. Ses boucles brunes jonchaient le sol autour du siège, où on l'avait sûrement installée avec rudesse. Elle gardait la tête baissée, et on voyait une large partie de son crâne rasé, d'une blancheur de nacre. La seconde restait bien droite, l'air arrogant. Pourtant, ses yeux clairs fixés sur un point invisible de l'espace exprimaient une immense détresse. Du sang souillait son menton. Elle était presque entièrement tondue. On avait procédé de façon barbare, comme en témoignait une longue estafilade au-dessus de son oreille gauche. « Où est Arlette ?» se demanda Abigaël, l'estomac noué et la bouche sèche. « Je ne la vois pas, mais il y a tant de gens. » Elle observait comme dans un cauchemar les faces plissées par des grimaces d'excitation des braves dames du quartier, ainsi que l'œil allumé des hommes. Enfin, elle devina parmi les redresseurs de tort 3 autres femmes qui attendaient, surveillées de près par des types aux allures louches, le fusil à l'épaule, la casquette de travers, une cigarette au coin des lèvres. L'une des condamnées à la tonte devait avoir une 50aine d'années. Elle arborait un peignoir en satin rouge et un maquillage outrancier. C'était la tenancière de la maison close et ses pensionnaires. Thérèse a dû s'affoler. Arlette a pu se défendre et ils l'auront relâchée, songea-t-elle. Elle n'est pas là. Au même moment, malgré le tintamarre et les colibés, il lui sembla percevoir des sanglots effrayés, des plaintes désespérées et des supplications. Sans attirer l'attention, elle se dirigea vers une des portes de la caserne, d'où paraissaient venir les appels. Dès qu'elle se trouva sur le seuil d'un hall grand ouvert, un spectacle atroce la pétrifia. 4 garçons, qui n'avaient sûrement pas 20 ans, s'acharnaient sur une forme prostrée en blouse rose. L'un d'eux maniait une tondeuse. Il venait de tracer une bande partant de la nuque et allant jusqu'au front,
sur la tête brune de la petite Arlette. Ses nattes gisaient sur le carrelage, tranchées au ras du crâne. Un autre lui pétrissait les seins, alors que le troisième s'apprêtait à la violer. Les jambes dénudées de l'adolescente, calées sur les épaules de son agresseur, s'agitaient mollement. Sa poitrine exhibée avait été mordue et griffée. Le quatrième vaurien, assis sur une marche, fumait une cigarette, un sourire égrillard sur le visage. « Lâchez-la !» s'écria Abigail. « Vous n'avez pas honte ?» La colère lui faisait oublier toute prudence. Si elle était assez lucide pour savoir qu'elle ne pouvait secourir les prostituées livrées à la vindicte populaire, elle avait la ferme intention de sauver Arlette. Son intervention provoqua une pause soudaine dans le divertissement des voyous. « Cette jeune personne est innocente, laissez-la tranquille. Je sais de quoi je parle. Mon mari est le fils de votre préfet, Charles Vermont. Je suppose que vous connaissez ce nom-là. Vous n'avez pas le droit de vous en prendre à n'importe quelle fille dans la rue sur la base de commérage. » « Ouais, si t'es la belle-fille de Vermont, toi, je suis le neveu de Napoléon, » grogna en riant celui qui brandissait la tondeuse. « Fiche-toi de nous. À ton âge, t'es plutôt une copine de cette traînée. »« Elle couchait avec un boche, cette salope, » renchérit le plus costaud en jetant son mégot et en se levant. « T'as peut-être fait pareil, jolie comme t'es. C'est pas malin de venir nous voir. » En dépit de la peur qui s'infiltrait dans ses veines et affolait son cœur, Abigail s'efforça de conserver une attitude froide et sévère. Sur un ton autoritaire, elle insista. « Ceux qui se sont rendus coupables de collaboration devront être jugés. Quant à moi, si vous me touchez, vous aurez de sérieux ennuis. Je vous répète que mon beau-père n'est autre que M. Charles Vermont, grand ami du chef de la police. Je connais cette demoiselle, qui est apprentie chez une coiffeuse dont on a aussi essayé de salir la réputation, alors que son beau-frère est mort dans les locaux de la Gestapo. » Tant qu'elle parlait, il l'écoutait, immobile, perplexe. Elle semait le doute dans leur cervelle échauffée par le besoin de fêter à leur idée la libération de la ville. « Je vais l'emmener chez moi, » ajouta-t-elle en désignant Arlette, qui ne bougeait pas, les yeux écarquillés de terreur, le souffle rapide. « D'abord, je finis ce que j'avais commencé !» s'égosilla le garçon campé entre ses jambes. « Non ! Vous l'avez suffisamment torturée. Laissez-la en paix. » Attirés par ces injonctions énoncées d'une voix claire, des curieux accoururent. Parmi eux se trouvaient des ménagères, leurs tabliers noués à la taille, parfois en chaussons. Mais des hommes les suivaient et fixaient le regard avide sur le corps d'Arlette. « De quoi tu te mêles ?» demanda une des femmes. « On t'a jamais vu dans le coin, toi ?» Je me présente à nouveau. Je suis Abigail Vermont, l'épouse du fils du préfet, comme je l'ai déjà signifié à Ségouja. Mon mari était un membre des FFI. Je précise que j'appartenais au réseau de résistance du professeur Itier, alors que ma cousine et son fiancé avaient intégré Birakheim. Vous pouvez me faire confiance. La vengeance n'implique pas des injustices notoires. Je voudrais seulement emmener cette malheureuse jeune fille loin de ces voyous. Sa tirade fit son effet. On marmonna des noms et on murmura des recommandations de bouche à oreille. Abigail estima utile d'être plus précise encore. Vous avez accusé sa patronne, la coiffeuse Thérèse, d'être une collabo, alors qu'elle travaillait pour gagner son pain en ces temps de restriction. Parmi vous, je suis certaine qu'il y a des commerçants qui étaient bien contents de vendre aux Allemands. Pourquoi s'acharner ainsi en inventant des ragots? Vous n'en avez pas assez? De sang, de violence, de mort? Les grands yeux bleus d'Abigail étincelaient, lumineux. Elle était pâle, mais digne, et ne semblait pas impressionnée par les quelques insultes qui fusaient en l'accusant elle aussi. « Bah, on a tellement souffert pendant la guerre, on peut pas laisser les putains d'écheleux s'en tirer comme ça !» éructa une femme d'une 50aine d'années. Ce n'est pas le cas d'Arlette. Un soldat ennemi l'a suivie et elle n'a pas osé protester. Maintenant voilà qu'on la maltraite, qu'on la tond, qu'on veut la déshonorer. Profitant d'une accalmie trompeuse, Abigail se rua dans le hall pour relever la jeune fille, de qui les 4 garçons s'étaient éloignés discrètement, au cas où on les prendrait à partie. « Venez, Arlette, je vous emmène chez moi, » lui dit-elle plus bas. Mais la petite apprentie avait déjà bondi sur ses pieds.
Elle serra sa blouse sur ses seins et, sans répondre au geste amical d'Abigaël, s'élança en courant vers le rempart, là où déambulaient des badauds qui regardaient l'étendue. « Je n'ai rien fait de mal !» cria-t-elle. « Rien du tout! Faudra le dire à mes parents !» Tout se passa très vite. Arlette enjamba le parapet et disparut. Il y eut des exclamations horrifiées, puis un mouvement de foule passionné en direction du muret. Comme Abigaël fut la plus rapide, elle le déplora immédiatement. On la bouscula pour la dépasser, on la poussa en avant, et elle se retrouva penchée sur le vide pour voir en contrebas, sur le toit d'une maison adossée à la muraille, la silhouette disloquée de la malheureuse apprentie, la tête auréolée d'une flaque rouge. « Oh non! Non !» hurla-t-elle, autant d'épouvante que de peur folle. Elle risquait en effet de passer à son tour par-dessus le parapet, sous la pression des gens qui l'entouraient, avides de voir eux aussi le corps sans vie d'Arlette. Prise de panique, elle se cambra et tenta vainement de se redresser. Des hommes appuyés contre son dos l'obligeaient à demeurer pliée sur le rebord en pierre qui comprimait son ventre et sa taille. « Mais faites attention !» implora-t-elle. « Reculez par pitié !» Dans un élan forcené, elle réussit à se tourner pour faire face à ceux qui l'emprisonnaient. Elle décocha des coups de coude et tendit les mains pour repousser un colosse en bleu de travail, indifférent à sa détresse. Soudain, frustré de ne pas pouvoir regarder le cadavre, il attrapa Abigaël par les épaules et la projeta à 1 mètre de lui contre un réverbère. Le choc la fit gémir. Mais elle respira plus à son aise, soulagée d'être enfin libre. « Je ne peux plus rien faire. Je vais rentrer, » se dit-elle. « Mon Dieu, pardonnez-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. » J'ai lu cette phrase souvent, mais c'est maintenant que je la comprends pour de bon. Elle refusa de s'attarder sur l'infortune des jeunes femmes tondues, malgré la compassion qu'elle éprouvait à leur égard. Certes, les cheveux repousseraient, mais la honte ne s'effacerait pas. Pendant des mois, même des années, on se souviendrait qu'elles auraient subi ce châtiment infamant. En progressant péniblement vers la rue des Cordonniers, Abigaël essuya les larmes de révolte et d'incrédulité qui coulaient sur ses joues. « Comment annoncer ça à Thérèse ?» se demandait-elle. Ses jambes la soutenaient à peine, mais elle s'inquiétait surtout des crampes douloureuses qui irradiaient ses reins et son ventre. Bientôt, chaque pas lui coûta un effort, et elle dut s'appuyer au mur des maisons à plusieurs reprises. Enfin, le bruit de la fontaine se devina, léger et apaisant. « Ce sont tous des brutes, de sales brutes, » se disait-elle. « J'ai vraiment failli tomber du rempart, moi aussi. Je vais m'allonger. Il faut que je m'allonge, ça passera. Oui, ça va passer. » Elle respira mieux quand elle fut dans le vestibule de la maison, le verrou tourné. Thérèse sortit de la cuisine, un torchon entre les mains. Lavée et recoiffée, elle portait un corsage propre. « Merci, Seigneur, vous voilà !» s'écria-t-elle. « Je me faisais du souci. Oh, ça n'a pas l'air d'aller fort. Venez, j'ai préparé du café. Vous êtes blanche à faire peur. »« Merci, je veux bien un café. Ensuite, j'irai m'étendre un peu. » Elles échangèrent un regard pathétique. La coiffeuse n'avait pas osé demander des nouvelles de son apprentie, et Abigaël était encore incapable de dire ce qu'elle savait. « Venez vite vous asseoir, » conseilla Thérèse. « On ne vous a pas fait de mal, au moins. »« Non, personne ne m'a frappée ni malmenée au début. Je les ai impressionnés en leur disant que j'étais la belle-fille du préfet. Mais ça n'a servi à rien. Non, à rien. Mon Dieu, on aurait dit des monstres excités, avides de détruire et de salir. Et ces pauvres jeunes femmes, si vous aviez vu leur expression, pas une ne se défendait. » Abigaël s'installa difficilement sur une chaise. Elle plaqua ses paumes sur le bois de la table, sans toucher à la tasse de café que Thérèse venait de remplir. « Et Arlette ? Elle a été tondue, elle aussi, je suppose, » hasarda-t-elle. « Vous pouvez en parler, je ne me fais pas d'illusions. Telle que je la connais, cette gentille gosse, elle va s'en rendre malade. Et ses parents, misère, ils ne sont pas du genre commode.
Son père croira que la petite a vraiment fréquenté un Allemand. Elle n'a pas voulu revenir avec vous ?» Sur ces mots, Thérèse avala une gorgée de café, puis, cédant à un tic nerveux, elle fit claquer sa langue. « Je vous ai emprunté ce corsage, mais j'ai plus de forme que vous et il me sert, » soupira-t-elle. « Je le laverai et le repasserai avant de vous le rendre. Pour la jupe, j'en ai pris une en toile. »« Peu importe, » répondit tout bas Abigaël. « Je me moque de mes vêtements. Je me moque des biens matériels. Hélas, je ne dois pas me plaindre. Je suis vivante. » Un silence lourd de sous-entendus suivit cet aveu. Thérèse scruta le visage en face d'elle, et à la tension des traits, au désarroi des grands yeux bleus, elle comprit. « Il est arrivé un malheur, » dit-elle. « C'est Arlette. »« Oh oui. Un grand malheur. Je suis désolée, » avoua Abigaël en éclatant en sanglots. D'une voix altérée par les pleurs, elle raconta la fin atroce d'Arlette. « Si j'avais pu prévoir son geste, » déplora-t-elle. « Tout est allé si vite. Je voulais tant la sauver, Thérèse. » La coiffeuse se signa, livide. Elle ferma les yeux quelques secondes sur une image abominable, celle d'une enfant de 15 ans se jetant dans le vide. « Seigneur, est-ce possible ?» marmonna-t-elle. « Pauvre petite Arlette. Elle est entrée chez moi en apprentissage il y a 1 an et demi. Une brave gamine, sérieuse, travailleuse et toute douce, toute gentille. Mourir comme ça, si jeune. » Un hoquet nerveux lui coupa le souffle. Abigaël la vit lutter pour ne pas pleurer, les traits tendus. « Thérèse, je suis tellement désolée. » « Vous avez fait ce que vous pouviez, » répliqua-t-elle dans un souffle. Et Dieu sait que c'était courageux d'affronter ces fous furieux. Le geste d'Arlette ne m'étonne pas. La malheureuse, elle n'a pas supporté la honte. Elle ne pouvait vivre avec l'humiliation. Je vais devoir annoncer le drame à ses parents. C'est ma faute, tout ça. J'aurais dû écouter mon mari et ne pas ouvrir mon salon de coiffure. Mais non, Thérèse, vous n'êtes pas responsable, affirma Abigaël d'une voix faible. Le silence revint, pesant, oppressant, à peine troublé par les respirations mêlées des 2 jeunes femmes. Elle préférait se taire par respect pour Arlette, mais aussi afin de mesurer toute l'horreur de sa mort. Soudain, Abigaël poussa une plainte. « Thérèse, aidez-moi, » murmura-t-elle. « Je voudrais monter dans ma chambre, mais j'ai très mal au ventre. Je ne vous ai pas tout dit. Les gens m'ont poussée contre le parapet. J'aurais pu basculer moi aussi. Un homme m'a secouée. »« Allez, fumier !» cracha la coiffeuse. « Bien sûr, je vais vous aider. » Abigaël se leva en grimaçant de souffrance. Elle jeta un coup d'œil alarmé sur le siège qu'elle venait de quitter. Ce qu'elle y vit confirma la sensation désagréable de moiteur tiède entre ses cuisses, dont elle avait nié la réalité ces dernières minutes. Du sang souillait l'osier tressé. « Non, non, pas ça !» supplia-t-elle. « Thérèse, je vous en prie, appelez un docteur. Le téléphone fonctionne dans le bureau, de l'autre côté du couloir. Je saigne alors que je suis enceinte. »« Seigneur Dieu, vous êtes enceinte !» répéta Thérèse, une main à la hauteur de son cœur comme pour en calmer les battements. « Oh, Sainte Vierge! Et vous êtes allée là-bas quand même? Misère de nous! Si seulement Claire était là! De combien de mois, Abigaël? » 4 ou 5 mois environ. Je n'ai pas encore consulté de médecin. Alors n'ayez pas peur, ce n'est peut-être pas grave. C'est le choc, la bousculade, l'émotion. Je vous mets d'abord au lit, je téléphonerai ensuite.
Une fois que vous serez couché, ça s'arrêtera sûrement. Vous croyez? J'ai si mal. » Elles gravirent l'escalier avec précaution. Abigail refusait d'écouter les messages significatifs que lui adressait son corps torturé par des spasmes réguliers. Si elle devait accepter l'événement en cours, elle deviendrait folle. Thérèse eut la tendresse d'une mère ou d'une grande sœur pour la déshabiller. « Tout ira bien », affirmait-elle sans cesse en montrant un air effrayé qui disait le contraire. Elle retourna au rez-de-chaussée sous les instances de la jeune mariée pour aller appeler un docteur. Dès qu'Abigail se retrouva seule, le désespoir la terrassa. Elle avait la conviction que la petite vie nichée dans son ventre s'était éteinte. On l'avait tuée comme Arlette, au nom du patriotisme, d'un honneur dérisoire. Les plus ardents à punir les collaborateurs, vrais ou faux, avaient-ils la conscience tranquille, à présent qu'ils avaient tondu des femmes et causé la mort d'une innocente? Je vais perdre mon bébé, l'enfant d'Adrien, l'unique parcelle de joie qui me tenait debout et me faisait rêver, pensait-elle, les mains sur son ventre. Elle guettait une réponse, une faible manifestation, malgré l'affreuse certitude qui lui brisait le cœur. Maintenant, elle se souvenait d'un déchirement, à l'instant où la masse des curieux l'avait plaquée contre le muret du rempart, et d'une douleur sourde aussitôt après. C'est si fragile, un petit être encore informe. Oui, si fragile, mon Dieu. Je n'ai pas su le protéger. Elle se sentait infiniment seule, hantée par la vision d'Arlette gisant sur le toit de tuiles, comme désarticulée, les yeux ouverts, couronnée de sang. Du sang encore, toujours du sang, coulait sur le drap sous elle, tandis que des contractions intenses se succédaient, rapides et violentes. Elle commença à gémir et à se plaindre en appelant d'un ton enfantin « Maman ». Du couloir de l'étage, Thérèse perçut ces appels répétitifs et elle en fut bouleversée. En entrant dans la chambre, elle se pencha sur la jeune femme recroquevillée qui cachait son visage au creux de l'oreiller. « Tenez bon, Abigail, j'ai pu avoir un docteur au téléphone. Il arrive le plus vite possible. Son cabinet est rue Taillefer. Vous souffrez beaucoup? » ?»« Oui, et je saigne de plus en plus. » »« C'est fini, Thérèse. Je vous en prie, tenez-moi la main. On ne se connaît pas bien toutes les deux, mais j'ai confiance en vous parce que vous avez grandi au Moulin du Loup et que toutes deux, nous aimons Claire, n'est-ce pas? Mais oui, je ne vous quitte pas, n'ayez pas peur. Là, tenez, je m'assieds près de vous. » Apitoyée, elle caressait les doigts tièdes d'Abigail. « Je perds l'enfant d'un homme que j'adorais. C'est pour cet enfant que j'ai épousé Maxence Vermont. Vous avez le droit de me juger, mais j'avais besoin de le dire. On m'a poussée à ce mariage pour sauver ma réputation, pour ne pas que je mette un bâtard au monde. Quel vilain mot. Pauvre petit être, il est mort comme son père. » De terribles sanglots la secouèrent. Elle se tourna vers sa confidente et la fixa de son immense regard bleu noyé de larmes. « J'ai tout perdu, Thérèse. Celui que j'aimais, notre bébé, et ma liberté. Oh mon Dieu, j'ai mal, j'ai si mal. Allons, calmez-vous, et soyez sûre d'une chose, je ne vous juge pas. C'est ma faute, ce gros malheur. J'ai couru jusqu'ici parce que je savais l'adresse Pardy. Maurice m'avait même montré votre future maison l'autre jour. Et vous, pauvre petit ange, vous avez couru au secours d'Arlette. Je suis désolée pour ça. Le reste, ça m'est égal. Ça ne me concerne pas. Dites, si vous avez envie de m'en parler de cet homme, le père du bébé, ne vous gênez pas. » D'un débit rapide, le souffle saccadé, Abigail raconta l'essentiel de sa belle histoire d'amour avec Adrien et de la passion qui les avait irrésistiblement poussés l'un vers l'autre. Elle évoqua ensuite l'apparition de Maxence, le sosie presque identique du cher disparu.
Thérèse, si je meurs, il faudra dire à Cécile, sa sœur, que j'aimais son frère plus que moi-même. Ma petite Cécile. Vous demanderez à ma tante Marie de la garder et de l'élever. Ou à mon oncle Yvon. Chut! Pas de ça. Vous n'allez pas mourir, enfin, protesta la coiffeuse. Ah, on frappe en bas. Ce doit être le docteur. Vous savez, je préférerais mourir. Je crois que je ne pourrais pas vivre auprès d'un homme sans l'aimer. Il y a toujours des solutions, rétorqua Thérèse. En tout cas, moi je vous soutiendrai si vous êtes trop malheureuse. Et notre Claire, quand elle reviendra au pays, vous ne seriez pas là pour l'accueillir. Elle n'obtint qu'un cri de douleur en guise de réponse. Vite, elle dévala l'escalier. Ferme des Mouniers, même jour, 1 heure plus tard. Cécile cueillait des roses. Yvon Mounier, de fort mauvaise humeur, lui avait néanmoins permis d'utiliser le sécateur. C'était la première fois qu'il consentait à prêter cet outil à la fillette, et elle en éprouvait une certaine fierté, mêlée à l'impression d'être presque une grande personne. « J'aime tellement les fleurs, Vicente », expliqua-t-elle, l'air sérieux, à l'enfant de 5 ans qui suivait chacun de ses gestes. C'était le fils du réfugié espagnol qui secondait le fermier. Très brun, le teint mat et les yeux noirs, il avait perdu sa mère au printemps. Après avoir traversé une période de mutisme, il parlait peu et seulement si c'était nécessaire, mais en étant parfois sujet à des éclats de joie propres à son âge. « Moi aussi, j'aime ça », déclara-t-il en esquissant un sourire. « Alors, tu vas m'accompagner jusqu'à la tombe de mon frère », répliqua Cécile gravement. « C'est pour lui toutes ces roses. »« Je dois demander à papa, » répondit Vicente. « Mais non, ce n'est pas loin. Ton père moissonne avec monsieur Mounier. On ne va pas les déranger. Viens donc, j'ai déjà un joli bouquet. »« Et Grégoire ? On n'a pas besoin de lui, il gâcherait la cérémonie. En plus, sa mère veut l'emmener ramasser de l'herbe pour les lapins. » Privée de la présence d'Abigaël et délaissée par Marie Monteil, la tante de la jeune femme, Cécile s'endurcissait. Elle oubliait les conseils affectueux de l'une autant que les leçons de morale de l'autre. La mort de son frère Adrien l'avait profondément marquée, même si elle ne le montrait guère. Grégoire, le fils des fermiers, un handicapé mental de 12 ans et demi, était en passe de devenir son souffre-douleur. Elle le rejetait, agacée par son bégaiement et son comportement puéril. « Suis-moi », ordonna-t-elle à Vicente. « Tu ne devras en parler à personne de l'endroit où nous allons. Jure-le. »« Je jure », balbutia le petit qui ne comprenait pas grand-chose encore à la valeur d'un serment. Son regard vert, plein de détermination, Cécile contempla les roses d'un rouge velouté. Elle lia un bout de ficelle autour des tiges. « Dépêchons-nous » Ils quittèrent le jardin pour traverser la grande cour sur laquelle s'élevait une grange monumentale et d'autres bâtiments plus modestes. La fillette entraîna ensuite Vicente sur une pente envahie par des ronciers, des orties et des herbes sauvages. Un sentier étroit qui semblait résister à la végétation exubérante menait à une esplanade à flanc de falaise. Cécile longea le rocher pour se glisser enfin dans une faille. « Voilà, on est chez moi », annonça-t-elle. Il faisait frais au creux de la cavité, une ancienne grotte que les hommes des siècles précédents avaient agrandie en entaillant les parois. Une sorte de fenêtre donnait sur la ferme, équipée d'un volet sommaire qui pendait, un des gonds étant arraché. « J'ai apporté toutes ces choses en cachette, » précisa Cécile. « Je viens ici le soir, après le repas. » Elle désignait de la main une caisse en planche drapée d'un tissu blanc, un vase ébréché et un bougeoir en émail bleu garni d'une chandelle. Au sol gisait un coussin élimé. Sur leur gauche, une croix faite en branches de sureau était appuyée à la roche. « Je m'assieds là, » dit-elle tout bas, « et je prie pour mon frère. Je lui avais promis qu'il aurait des fleurs aujourd'hui. C'est notre chapelle à Adrien et moi. Tu n'es pas au courant, Vic, mais moi, j'ai écouté M. Mounier et sa femme une fois.
Mon frère a été fusillé. Il a été jeté dans une fosse commune à Paris. Alors je me dis qu'en vrai, il est enterré ici. » La peur et l'émotion que lui causaient ces paroles, associées à la fraîcheur et à la pénombre qui régnait dans ce lieu, eurent raison de l'intérêt tranquille dont témoignait le petit garçon. Il se mit à pleurer. Il venait de penser à sa mère, Inès, morte sous ses yeux. « Je veux m'en aller, » gémit-il. « Je veux mon papa. »« Tu n'es qu'une poule mouillée, » lui décocha Cécile, furieuse. « Non, tu ne t'en iras pas, je te le défends. Sois sage, sinon je t'enferme ici. » En reniflant, Vicente se réfugia près de l'entrée de la grotte, d'où il observa la fillette en silence. Elle plaça les fleurs dans le vase, après l'avoir rempli d'eau grâce à un seau déjà plein, rangé près de la caisse. Enfin, elle alluma la chandelle à l'aide d'un briquet, sans doute dérobé au fermier. Quand une mince flamme jaune s'éleva, elle s'agenouilla devant la croix et se mit à prier, ou du moins à confier ses soucis à son cher disparu. « Adrien, si tu es au ciel, et tu y es forcément, je t'en supplie, protège-moi. Je suis si triste sans toi. Abigaël m'a abandonnée maintenant qu'elle est mariée. Marie aussi est mariée, et elle reste toujours dans la maison des Falaises. Madame Pélagie a dit que je dois travailler pour gagner mon pain. Bon, elle ne l'a pas dit quand M. Mounier était là, sinon elle aurait été fâchée. Lui, il m'aime bien. Adrien, du paradis, veille sur ta petite sœur Cécile, qui n'avait que toi au monde. Mais bientôt, j'aurai ton fils ou ta fille à aimer, et ça me console. Je te promets de m'en occuper, d'être gentille avec ton bébé. Hélas, il sera l'enfant de ce sale type, Maxence Vermont. » La fillette se tut, impressionnée d'avoir prononcé à voix haute les mots sale type qu'elle avait empruntés au vocabulaire du fermier et de son épouse. Pourtant, par défi, elle réitéra son exploit. « Oui, c'est un sale type. Il a emmené Abigaël. En plus, Loulou est parti. Oui, sauvageon. Et ça me rend encore plus triste. Il me suivait partout et se couchait à côté de moi dans le jardin. Alors, mon grand frère chéri, je t'en supplie, il faut me protéger et me donner du courage. Amen. » Elle traça le signe de la croix sur sa poitrine et demeura un long moment tête baissée. Soudain, elle ajouta comme si elle avait omis un détail capital. « Je t'ai parlé d'Agnès, mon amie du château ? Bientôt je ne la verrai plus. Elle sera pensionnaire en ville. Voilà, Adrien. Je n'ai que des malheurs sans toi. » Un soupir lui échappa. Elle se frotta vigoureusement les yeux pour endiguer un flot de larmes, se releva et considéra Vicente d'un œil radouci. « Bon, tu as été sage. Je ne suis plus fâchée. On s'en va. » Un coup de klaxon les fit sursauter. Cécile prit la main du petit garçon pour l'entraîner dehors. Ils dévalèrent le sentier à l'instant où une voiture passait à vive allure sur la piste empierrée. « Qui c'est ?» demanda Vicente. « Maurice, le chauffeur de taxi, » murmura-t-elle. « Il doit aller chez le professeur Itier. Il ne roule pas si vite d'habitude. Peut-être qu'il vient me chercher et qu'il va me conduire au château. Toi, retourne à la ferme. Et souviens-toi, tu ne dis rien sur ma cachette secrète. Tu as juré. » Sur ces mots, elle s'élança vers la croisée des chemins afin de rejoindre la maison des Falaises. Le vent de la course soulevait ses boucles drues d'un brun intense. Elle déboula en bas du jardinet alors que Maurice discutait avec Marie et Jacques Itier sur le seuil du pittoresque logement, construit contre un large pan de roche. « Dépêchez-vous » disait Maurice, un masque tragique sur son sympathique visage. « J'ai fait aussi vite que possible. Abigaël vous réclame, madame. Je ne sais même pas si nous arriverons à temps. Ma femme prétend qu'elle répète d'un ton pitoyable « Tantine, Tantine. Le médecin craint le pire. » Ces mots frappèrent Cécile avec la violence d'une gifle. Elle s'immobilisa, haletante, et fixa Marie que l'effroi défigurait. « Je pars, Jacques !» s'écria-t-elle. « Seigneur, je ne peux pas le croire. Allons-y, Maurice, vite, vite !»
Le professeur Itier aperçut Cécile à cet instant précis. Aussitôt gagné par la gêne, il tapota l'épaule de sa femme. « Qu'est-ce que tu fais là, toi » s'exclama Marie d'une voix stridente. « Je dois m'en aller, rentre à la ferme !»« Non, je vous ai entendus tous, » protesta-t-elle. « Qu'est-ce qu'elle a, Abby ? Elle est malade ?» Marie descendit l'allée du jardinet pour prendre Cécile dans ses bras. Elle estimait inutile de lui dire la vérité. « C'est ça, ma chérie, Abigail est très malade. Mais ne t'inquiète pas, le docteur va la guérir. »« Qu'est-ce qu'elle a comme maladie ?» insista la fillette en tapant du pied. « Pourquoi le médecin craint le pire ? Dis-moi, Marie, je t'en prie. » « Ce sont des affaires d'adultes, Cécile. Sois gentille, rentre à la ferme. Tu auras des nouvelles ce soir ou demain matin. »« Il faut prévenir Monsieur Mounier aussi. »« Jacques s'en chargera. Moi, je dois y aller. Maurice m'attend. » Le chauffeur de taxi, déjà installé au volant, cria qu'il avançait un peu plus loin pour faire demi-tour. Le professeur en profita pour rejoindre son épouse et Cécile. Il posa une main qui se voulait apaisante sur l'épaule de l'enfant, dont les yeux sombres exprimaient une terrible angoisse. Devinant son intention, Marie poussa une plainte. « Pourquoi lui mentir ?» lui dit-il doucement avant de se pencher sur la fillette. « Tu es en âge de comprendre, Cécile, à 11 ans passés. Abigail a été victime d'une bousculade, là-bas, en ville. Elle a perdu le bébé. Tu as le droit de le savoir, il me semble. »« Oh, Jacques, non, non !» se lamenta Marie, consternée. « Abby a perdu le bébé ?» répéta Cécile sidérée. « Le bébé d'Adrien ? C'est pas juste, ça. Elle aurait dû faire attention. Elle l'a fait exprès, j'en suis sûre. Je la hais. Tant pis si elle meurt. » Une violente claque lui coupa net la parole. Horrifiée, Marie l'avait giflée sans réfléchir. Cécile recula de quelques pas, la joue rouge, et s'enfuit à toutes jambes. « Es-tu satisfait, Jacques ?» murmura Marie. Rien ne pressait. On ne dit pas ces choses-là aux enfants. Il fallait la préparer, au cas où Abigail ne survivrait pas à sa fausse couche. Mais c'était stupide de la gifler. Seigneur, je n'ai pas pu m'en empêcher. Cette pauvre petite proférait des abominations. La voiture approchait. En larmes, Marie se jeta presque sous les roues. Elle ouvrit elle-même la portière et s'assit sur la banquette arrière en étouffant des sanglots de désespoir. Maurice marmonna, une cigarette au coin de la bouche. « Dieu ne peut pas nous la reprendre, Madame Itier. Il faut prier et avoir confiance. » Maxence est-il auprès d'elle ? Quand je suis partie de la place du minage, M. Vermont arrivait. Je lui ai expliqué la situation. Pardi, ça m'a causé un sacré choc. Je venais aux nouvelles parce que, dans le salon de coiffure de Thérèse, tout avait été mis à sac. Une vitre était brisée et les produits en flacons avaient été jetés sur le sol. Pensez donc, c'est l'épuration comme ils brament dans la rue. Il continua son récit, sans ménager ni la sensibilité ni la pudeur de Marie. Elle se signa à plusieurs reprises, effarée. Encore, de tondre celles qui ont fricoté avec l'occupant, c'est un moindre mal, débita-t-il quand ils furent place de la Bussate. J'ai entendu une vilaine histoire ce matin dans un café sur le champ de foire. Des résistants ont arrêté une jolie fille de 20 ans, une belle blonde. Pour son malheur, elle fréquentait un milicien, beau garçon lui aussi. La pauvre gosse, ils l'ont emmenée dans un bois vers Soyaux, où une fosse était creusée. Ils lui ont tiré une balle dans la tête et l'ont enterrée là comme un chien. « Seigneur !» gémit Marie. « La haine, la violence, la vengeance, ça ne finira donc jamais. Pas dans l'immédiat en tout cas. » Bientôt, ce fut la place du minage, le chant de sa fontaine et l'ombre des arbres sur l'eau où dansaient des reflets argentés. Marie appuya son front contre la vitre. Elle vivait un moment crucial de son existence. Dans une minute ou deux, on lui dirait si Abigail, qu'elle chérissait comme sa propre fille, avait survécu, ou si elle avait rendu son âme à Dieu, sa belle âme tendre, éprise de justice et d'amour.
Chapitre 2. Au-delà du désespoir. Place du Minage, maison de Maxence Vermont, même jour, même heure. Un profond silence régnait dans la grande maison. Dès qu'elle en franchit le seuil, Marie sentit une odeur d'éther et de solution de daquin, un désinfectant qu'elle employait souvent pour les plaies sans gravité. Une rumeur sourde et discrète leur parvenait de l'étage, un mélange de voix impossible à identifier. Maurice lui fit signe de mieux écouter. Il avait raison, quelqu'un pleurait au rez-de-chaussée, tout près d'eux, sans doute dans l'étude du notaire. Mon Dieu, ce doit être Maxence. Elle est morte, c'est sûr, ma petite chérie est morte, chuchota Marie, le teint blafard. Au son de sa voix, il y eut un bruit de chaises déplacées en toute hâte, et Maxence Vermont se rua dans le vestibule, l'air hagard, les yeux brillants de larmes. « Ah, madame, enfin, vous voici, » dit-il. « Montez vite. Abigail aurait une chance de survivre, d'après le docteur, mais elle est extrêmement faible. Elle a fait une grave hémorragie. Pour la sauver à coup sûr, il faudrait une transfusion, mais cela nécessiterait de déterminer son groupe sanguin et de trouver une personne qui a le même. De surcroît, je doute que l'hôpital soit équipé du bon matériel. » Marie approuva d'un signe de tête, tout en s'engageant d'un pas rapide dans l'escalier. « Elle vivra !» cria-t-elle. Maurice dansait d'un pied sur l'autre, son chapeau à la main. Il n'était guère à l'aise devant Maxence Vermont et il aspirait à se retrouver dehors. « Je déplore le rôle qu'a joué votre épouse dans cette tragédie, » lui dit le jeune notaire d'un ton froid. « Votre Thérèse peut se répandre en excuses et en lamentations. Si elle n'était pas venue demander de l'aide à ma femme, rien ne serait arrivé. Vous me rendriez service en l'emmenant ailleurs que chez moi, monsieur. Je l'ai déjà priée de partir, mais elle s'obstine à rester au chevet d'Abigail. » Il n'était plus question de s'adresser à Maurice en l'appelant familièrement par son prénom, ni de cordialité censée abolir la différence de classe. Le chauffeur de taxi en eut conscience. « Je suis vraiment désolé, monsieur Vermont. Et encore, les mots sont bien faibles dans ces cas-là. Thérèse ignorait sûrement que votre femme était enceinte. Sinon, elle n'aurait pas osé la quoi ?» tonna Maxence. « L'impliquer dans une atroce bousculade ? La jeter parmi les fauves en furie ? Je ne veux pas savoir ce qu'elle a fabriqué avec ses clientes. En fait, des collaboratrices notoires de nos ennemis. Je vous somme de l'appeler et de la faire disparaître de ma vue. » « Bien, monsieur. » Il s'engagea à son tour dans l'escalier, mais il s'arrêta quelques marches avant le palier du premier étage, d'où il appela assez bas son épouse. Des talons martelèrent le couloir, puis la coiffeuse se pencha sur la rampe. « Viens, Tété. Nous allons chez mes parents voir notre petit. Tu déranges monsieur Vermont qui est en colère. Il faut le comprendre. » « Mais j'ai promis à Abigail de ne pas la quitter. Même là, à moitié dans le cirage, elle s'accroche à mon bras. Tant pis, Tété, viens donc, je t'en supplie. Madame Itier est là, maintenant. » Dans le cirage, l'expression avait fait grimacer Maxence Vermont qui écoutait la conversation. Il s'apprêtait à monter lui aussi, quand Maurice obtint satisfaction. Thérèse descendit, la mine renfrognée. En passant à côté du maître des lieux, elle lui décocha un coup d'œil furibond. « Vous me congédiez comme une malpropre, monsieur. Mais je ne m'en irai pas sans vous dire ce que je pense, moi. Je sais que ce gros malheur s'est produit par ma faute. Pourtant, si je n'avais pas été près de la pauvre demoiselle, qui aurait prévenu le docteur? Pas vous, puisque vous l'aviez laissée toute seule. Et puis, vous devriez dire à votre père, monsieur le préfet, qu'il ferait bien d'envoyer des gendarmes dans les rues pour empêcher les gens de s'entretuer. Une gamine innocente de 15 ans est morte ce matin, à cause des gestes odieux d'une bande de pandards qui prétendent exercer une justice sauvage. » Très digne, elle se dirigea vers la porte principale. Ses hanches roulaient sous le tissu de la jupe empruntée à Abigail. Lorsque le soleil pénétra dans le vestibule, sa chevelure cuivrée étincela. Maurice la suivit,
après avoir salué Maxence Vermont, stupéfié par la diatribe de la coiffeuse. « Espèce de mégère », pestait-il en son fort intérieur. « Je veillerai à ce que tu ne remettes plus les pieds ici. » Cependant, il n'en avait pas fini avec les sermons désagréables. Le médecin le rejoignit, sa sacoche sous le bras, le regard soucieux. C'était un homme de petite taille, d'une 50aine d'années. Ses cheveux grisonnaient. « Alors, comment va-t-elle » demanda tout de suite Maxence. « Je suis inquiet, mais a priori votre femme est sauvée. J'ai discuté avec sa tante qui me semble compétente en matière de soins. À défaut de transfusion, il serait urgent de reconstituer le sang qu'elle a perdu grâce à des boissons en abondance, à du bouillon de viande, évidemment, et si vous en trouvez, à du boudin noir, ainsi qu'à du bœuf saignant. Je sais, ce régime peut paraître primaire, mais ce sont là des remèdes qui sont toujours efficaces. Nous pouvons miser aussi sur la jeunesse de votre petite épouse, en dépit de sa santé délicate. » Maxence écoutait en cachant son impatience. Il aurait voulu en savoir davantage, notamment sur l'état de la chambre où il était entré en coup de vent, fou de peur, pour s'enfuir au bout de 3 minutes environ, écœuré par ce qu'il y voyait. Il y avait du sang sur les draps et dans un seau. Au fond d'une cuvette, toujours dans du sang, baignait une forme minuscule, néanmoins affreuse. « J'ai préféré ne pas vous gêner tout à l'heure, docteur, » déclara-t-il en guise de justification. « J'admets sans honte que je ne supporte pas ce genre de choses. Je veux dire, ces choses propres aux femmes. » Bien que moins grand que lui, le médecin le toisa tout de même d'un œil ironique. « Où puis-je m'asseoir afin de rédiger une ordonnance, jeune homme ?» s'enquit-il. « Je me permets de vous appeler comme ça, vu que je pourrais être votre père. » « Ce n'est pas grave, venez dans mon étude et prenez mon fauteuil. Dites-moi par la même occasion le montant de vos honoraires. »« Oh, rien ne presse. Je reviendrai ce soir et sans doute tous les jours de la semaine. Vous devriez engager une infirmière qui s'occuperait des tâches pénibles. Bon, à présent, je n'ai pas l'intention de vous vexer ni de vous contrarier. J'ai cru comprendre que vous veniez de vous marier. Tout se sait dans le quartier. Il suffit de tendre l'oreille. Voilà. C'est embarrassant d'aborder ce sujet, mais je m'y vois contraint. Votre petite épouse ne doit pas retomber enceinte avant longtemps. Je dirais 1 an ou 2. Déjà, vous vous abstiendrez de rapport pendant 3 mois. Il vous faudra ensuite prendre de sérieuses précautions. Quoi ? Soyez plus précis, docteur. Eh bien, Madame Vermont n'est pas très formée. Certes, des filles plus jeunes que votre femme mettent des bébés au monde sans problème. Cela dépend de leur morphologie interne et de la maturité de leurs organes. Je vous recommande de l'aménager et d'user de condoms quand elle sera rétablie. Maxence se mit à faire les 100 pas autour de son imposant bureau en chêne, les traits tirés. Il tapotait ses dents avec l'ongle de son index, un tic qui trahissait chez lui une vive exaspération. De plus, j'ai examiné le fœtus, reprit le médecin. Il était mort 1 jour ou 2 auparavant. En tous les cas, avant le choc violent que la jeune dame a reçu en étant poussée contre le parapet. J'ai eu des explications sur l'incident du rempart du Nord par la coiffeuse qui se trouvait au chevet de ma patiente. C'est triste. Je connaissais Arlette, une brave petite, je vous assure. Revenons-en à ce qui m'intéresse, docteur, trancha Maxence. Vendredi soir, la ville a été libérée. Vous n'ignorez pas qu'il y a eu beaucoup de victimes du côté des résistants. Je suis navré pour cette fille, mais en temps de guerre, on ne peut pas s'apitoyer continuellement. Est-ce que mon épouse pourra avoir d'autres enfants ? Je le suppose, mais plus tard. Rien ne freinera un début de grossesse. De là à affirmer que la grossesse parviendra à son terme, et que préconisez-vous pour éviter les problèmes ? Je vous donnerai des conseils demain ou après-demain. Je dois m'en aller, on m'attend à une autre adresse. Un bras cassé. Maxence raccompagna le médecin jusqu'à la porte, qu'il claqua derrière lui, tellement il était nerveux. Marie le découvrit le front appuyé contre le mur du vestibule et les poings serrés.
Abigail s'est endormie, annonça-t-elle doucement. Calmez-vous, mon pauvre ami. Nous avons failli la perdre, mais elle va mieux, je vous assure. Je crois n'avoir jamais été aussi effrayée. Merci de votre sollicitude, madame, marmonna-t-il en se redressant. J'ai eu très peur, moi aussi. Nous pouvons respirer à présent, Maxence. Hélas, un détail pratique m'ennuie. Le docteur m'a conseillé de préparer immédiatement du bouillon, seulement je suis partie de la vallée sans rien emporter, ni sac, ni porte-monnaie. Il faut pourtant que je sorte faire des achats. Ne vous tracassez pas, je vais vous donner de l'argent. Profitez-en pour trouver une infirmière ou une femme de ménage. De toute façon, je comptais embaucher quelqu'un pour tenir la maison. Faites ce que vous pouvez, je suis incapable de m'en charger. Je suis encore sous le coup de l'émotion et de la peur terrible que j'ai eue. Marie lui effleura le poignet dans un geste maternel. Elle ne songeait même pas à la fausse couche et à ses conséquences sur Abigail à cet instant-là. La mort était écartée. C'était le plus important. Maxence lui confia une somme rondelette. Sans tarder, elle traversa la place d'un pas alerte. Son premier geste fut d'allumer un cierge dans l'église Saint-André, la plus proche du domicile des Vermont. Maxence fut vivement soulagé de se retrouver seul dans la maison, lui qui peinait à rassembler ses idées. En 3 jours, son existence avait pris un tour étonnant. Très à l'aise en politique, courageux quand il s'agissait de se battre et habitué aux méandres de la diplomatie à laquelle son père l'avait initié, notamment pendant l'occupation, il baissait les bras devant son nouveau statut d'époux. Moi qui ai précipité le mariage à cause de cette grossesse, songea-t-il. Que va dire maman? C'était l'unique avantage qu'elle voyait dans cette union hâtive, un bébé à la clé. La main sur la rampe de l'escalier, il hésitait à monter. Au fond, la perspective de revoir Abigail lui causait une véritable angoisse. Il doutait même de la qualité de ses sentiments pour elle. C'était comme s'il avait agi dans un état fébrile et qu'il se réveillait guéri, mais confronté à une situation déplorable qu'il avait lui-même créée. Le cœur lourd, il se décida enfin à gravir les marches. La porte de la chambre était entrebâillée, si bien qu'il la vit tout de suite allongée au milieu du grand lit. « Elle dort, bien sûr, » se dit-il. « Je reviendrai plus tard. » Pourtant, il franchit le seuil et s'approcha. Le vent tiède de l'été agitait les rideaux, la fenêtre étant entr'ouverte. Il n'y avait plus trace du drame. La pièce sentait à présent le savon et l'eau de Cologne. Il observa le fin visage d'Abigail, d'une pâleur de craie sur le blanc de l'oreiller. Sans faire aucun bruit, il tira une chaise et s'assit à son chevet pour la contempler. Avec ses cheveux nattés, ses lèvres décolorées et ses paupières closes, elle évoquait une petite fille malade. Elle était si mince sous les draps. Il fut incapable de l'associer à la jeune femme séduisante qui l'avait attirée dans ses bras, derrière une meule de paille, un soir de bal à Villebois. Elle différait aussi de la jolie mariée en robe de dentelle que, fou de désir, il avait entraînée vers le pavillon du parc dans l'espoir de vivre une vraie nuit de noces. « Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait ?» se demanda-t-il tout bas. Il revit l'expression de panique d'Abigail, la révolte et la terreur qui se lisaient dans ses beaux yeux bleus. Il n'y avait pas vraiment fait attention, certain d'être dans son droit, de pouvoir la dénuder et la posséder. Elle se débattait, affolée, mais il tentait de la prendre malgré ses refus et ses supplications. « Pardonne-moi, » dit-il. « Je t'avais promis d'être patient et de te respecter, d'attendre ton bon vouloir. Pardonne-moi, ma chérie. Je voudrais tant que tu m'aimes comme je t'aime, car je t'aime, oui. Pourquoi en ai-je douté? Abigail, accorde-moi une seconde chance. Je te promets que je ne me conduirai plus jamais en mufle, en mari exigeant. » Un sanglot sec lui coupa la parole.
Il posa un regard inquiet sur son visage impassible. Elle semblait très loin. On percevait à peine sa respiration. Maxence continua son mea culpa en chuchotant. « On se connaît si peu tous les deux, ma chérie. Mais nous avons toute la vie pour nous apprivoiser mutuellement et nous découvrir. J'étais sincère quand je t'ai menée à l'hôtel, et même avant. J'aurais été un bon père pour ton enfant. » Soudain, il se tut, frappé par une cruelle évidence. Leur mariage organisé rapidement, les raisonnements des uns et des autres sur la nécessité de légitimer le bébé, de lui donner un nom, tout cela n'avait plus aucun sens. Maxence comprit enfin. Abigaël avait perdu le fruit de son amour pour Adrien. Il conçut avec acuité la gravité de cette perte. Elle sera désespérée et dévastée, songea-t-il. S'il n'y avait pas eu l'enfant, je n'aurais pas pu l'épouser. Tous, nous l'avons contrainte à me prêter serment devant Dieu. Je suis sûre qu'elle fera des efforts et qu'elle voudra tenir son rôle. Mais comment pourrait-elle m'aimer à présent? J'ai rêvé. J'ai fait n'importe quoi. Qu'est-ce qui m'a pris? Terrassé par un amer constat d'échec, il poussa un long soupir désolé. « Pardonne-moi, » répéta-t-il. « J'ai voulu jouer les sauveurs, les hommes exemplaires, et je n'ai fait que te blesser. Hier encore, ce sinistre dimanche, je t'ai parlé durement alors que j'aurais dû te consoler et te présenter 1000 excuses. Nous devions aller en visite à la ferme où nous aurions apporté des dragées, mais nous sommes restés ici à nous ignorer, comme deux ennemis. Et pitié, pardonne-moi, ma chérie. » Il baissa la tête, accablé. Il résistait à l'envie de s'emparer des mains d'Abigaël pour les étreindre et les embrasser. Elle avait besoin de sommeil, du précieux sommeil dispensateur d'oubli. « Le docteur a dit vrai, » murmura-t-il. « Tu es si jeune. Peut-être trop jeune pour les épreuves que le destin t'impose. » Maxence? Abigaël soulevait péniblement ses paupières nacrées. Elle posa son regard bleu sur lui. « Oh, je t'ai réveillé, » déplora-t-il. « J'étais si malheureux. »« Je n'ai rien à te pardonner, » articula-t-elle du bout des lèvres dans un souffle ténu. « Si, ma chérie, je me suis mal comporté avec toi, » avoua-t-il en tombant à genoux près du lit. « Je ne recommencerai plus si tu restes là chez nous. » Il frotta doucement son front contre son épaule. Il avait envie de la serrer très fort, de la ranimer par sa seule volonté. « Ne crains rien. Je reste, » répondit-elle faiblement. Les lamentations de Maxence avaient ramené Abigaël dans une zone confuse, entre somnolence et lucidité. Elle était hantée par une idée fixe. Il n'y avait plus de bébé, et rien n'avait de poids comparé à cette tragédie qui la dévastait. En fait, à l'instar d'une personne piétinée par une bête furieuse ou écrasée par un lourd véhicule, elle n'éprouvait plus d'autre douleur. Peu lui importait d'être l'épouse de cet homme effondré à son chevet. Si elle avait été saine de corps, il aurait pu en user et en abuser sans provoquer la moindre protestation. « Ne crains rien, je resterai près de toi, » dit-elle. « Je voudrais dormir encore. »« Mais oui, je vais te laisser, ma petite femme chérie. Souffres-tu? Veux-tu boire de l'eau ?» Elle fit non d'un léger mouvement de la tête. Maxence déposa un baiser sur ses doigts glacés, d'une délicatesse enfantine. « Ta tante Marie est sortie, elle sera bientôt de retour. Nous allons te soigner, tu vas voir. Tu vas vite retrouver tes forces. »« Oui, je sais. Je sais. »
Elle referma les yeux afin de s'isoler dans une forteresse de désespoir absolu. Tant de fois, elle avait imaginé l'enfant, le fils ou la fille d'Adrien. C'était soit une fillette à l'image de Cécile, soit un robuste garçon brun au regard vert. Elle s'était aussi souvent imaginée en promenade dans le jardin vert au printemps prochain. Elle poussait un landau où un beau bébé rond et rose admirait le jeu du soleil à travers les feuillages. Tout était fini. Le cours de sa vie future ne l'intéressait pas. Il lui coûtait même de devoir vivre encore des années. Maxence vit des larmes briller sur ses joues exsangues, des larmes muettes, pareilles à des bijoux façonnés par le chagrin. Sans oser les essuyer, il préféra se relever et quitter la chambre. Ferme des Mouniers, même jour, 1 heure plus tard. Yvon Mounier demeurait posté sur le seuil de sa grange, la pipe au coin de la bouche. Ses épais cheveux poivre et sel étaient parsemés de brins de paille et son front luisait de sueur. Jacques Itier, qui se tenait près de lui, arborait la même mine anxieuse. « Nous voici rassurés », soupira le professeur. « Je bénis le gardien de la centrale électrique d'être venu nous apporter un message de réconfort. »« Ouais, c'est un brave type, » concéda Yvon. « Je lui offrirai une bouteille de vin de noix. » Quand même, la peur que j'ai eue en le voyant débouler sur son vélo. Il pouvait nous annoncer une mauvaise nouvelle. Mais ma petite s'en est tirée. Après le départ de son épouse, Jacques Itier était vite allé prévenir le fermier qui moissonnait une parcelle d'orge. Quand il avait appris l'état alarmant d'Abigaël, Yvon s'était rué sur le chemin au bord du champ pour lancer un grand cri rauque où s'exprimaient sa peine et sa terreur. Jorge Pérez, sa faucille à la main, avait compris qu'un malheur était arrivé. Mais il s'était remis au travail, l'échine courbée et le cœur serré. Maintenant, il rentrait à la ferme, ses outils à bout de bras. Dès qu'il aperçut son patron et le professeur, il leur adressa un coup d'œil affolé. « Viens par là, Pérez, » lui dit Yvon. « Je ne t'ai rien dit tout à l'heure. J'en avais pas le courage. J'ai suivi le prof pour causer un peu chez lui. Il m'a fait boire de l'agneau, histoire de me remettre d'aplomb. Notre Abigaël a failli mourir. » « Un accident ?» demanda le réfugié espagnol. « Une voiture l'a renversé ? Quand je vous ai vu accourir, monsieur Itier, j'ai su qu'il y avait eu un malheur. Pauvre demoiselle. Mais elle est hors de danger ? » « Il paraîtrait, » dit Yvon. « Autant te parler franchement, Jorge. Elle a fait une fausse couche et une sérieuse hémorragie. Je me suis douté qu'il y avait du grabuge quand j'ai vu le taxi de Maurice faire demi-tour en roulant dans la jachère. Bon sang de bois. Pendant plus de 2 heures, j'ai prié. Hein, prof, vous en êtes témoin. Je me répétais que ma petite nièce ne pouvait pas mourir. Avec ça, moi qui aurais dû courir en ville, j'ai eu les jambes coupées, ouais. Et je n'ai même pas pensé à atteler la Fanou pour grimper place du Minage. » Il se racla la gorge, encore bouleversé. Itier lui tapa sur l'épaule en le fixant de ses yeux d'un bleu pâle derrière ses lunettes rondes. « Ne te fais pas de reproches, Yvon. Ça n'aurait rien changé que tu te rues là-haut. Et puis, en cas de grand malheur, je suis certain que Maurice serait revenu ici. » Blême sous son hâle, Jorge Pérez hocha la tête, sans songer à ranger les outils dans la grange. « Alors, mademoiselle Abigaël est sauvée, » insista-t-il. « Oui, » répondit Itier. « Mon épouse a téléphoné au gardien de la centrale et il a sauté sur son vélo pour nous rassurer. Il est reparti aussitôt. »« Dieu soit loué », marmonna Pérez en se signant. Aucun des 3 hommes n'avait conscience d'être observé. Or, Cécile les écoutait depuis le plancher à foin où elle s'était réfugiée après avoir fui la maison des falaises. « Abby aurait pu mourir en vrai, » se disait-elle, sidérée. « Si c'était ma faute, j'étais tellement en colère contre elle depuis samedi. J'ai pensé de vilaines choses. » Une immense frayeur la saisit, qui la fit trembler et pleurer à nouveau.
Elle en avait versé des larmes, à plat ventre dans le foin odorant, à cause du bébé de son frère qu'elle ne connaîtrait jamais. Mais elle s'en voulait amèrement à présent d'avoir osé prononcer des mots épouvantables à propos d'Abigaël, d'avoir pratiquement souhaité sa mort. Elle étouffa ses sanglots de son avant-bras plaqués sur sa bouche. Des images très douces lui revinrent du temps de la joie et du bonheur. Elle revit Abigaël en train de décorer le sapin à Noël et d'orner le manteau de la cheminée de branches de houx et de lierre. Je me souviens aussi de quand elle est montée la nuit jusqu'à la grotte de l'ermite, où on se cachait, Adrien et moi. Elle apportait 2 couvertures, du pâté, du pain, de la confiture et des bougies. Parce que j'avais peur, elle m'a cajolée. Ensuite, j'ai pu habiter là, dans la grande maison de la ferme. Les souvenirs déferlaient, restituant à la fillette des lots de câlins, de baisers sur le front, de sourires tendres, de gestes délicats. Jamais encore elle n'avait compris à quel point Abigaël s'était montrée une véritable grande sœur, toujours soucieuse de son bien-être et de son instruction. Plus récemment, c'était aussi grâce à son intervention qu'elle avait pu séjourner au château de Torsac et devenir l'amie d'Agnès de Martignac, une enfant de son âge. Abby chérie, pardon, gémit-elle tout bas. Je suis méchante sans toi. Je t'en prie, reviens. Tu me manques. L'aveu murmuré résonnait dans son esprit. Sans Abigaël, l'existence quotidienne chez les Mounier l'ennuyait. Grégoire et ses mimiques l'irritaient autant que le petit Vicente. Soudain, la réponse à tous ses problèmes lui apparut. Il lui suffisait d'accepter de vivre à Angoulême, place du Minage. On sera toutes les 2 comme avant, songea-t-elle. J'irai à l'école et Abby surveillera mes devoirs. Elle m'a promis que je verrai Agnès les jeudis. Rassérénée, la fillette frotta ses yeux meurtris et essuya son nez. La solution était là, dans son cœur. Mais elle devait en discuter avec Marie, qui ne reviendrait sûrement pas ce soir-là. Monsieur Mounier voudra bien que je parte en ville. Il est gentil avec moi, lui. Cependant, elle patienta afin d'éviter le professeur Itier, qu'elle aurait eu honte de rencontrer. Il avait été témoin des imprécations qu'elle avait proférées à l'égard d'Abigaël. Il la sermonnerait sans nul doute, comme il savait si bien le faire. Même qu'il révélerait au fermier et à Jorge Pérez son impardonnable conduite. Un simple éternuement déjoua son plan. Les 3 hommes, qui étaient toujours en pleine conversation, se turent aussitôt. Yvon pénétra dans la grange. « Qui est là ?» tonna-t-il d'une voix dure où pointait de la méfiance. « Je crois deviner », annonça Jacquitier qu'il l'avait suivi. « Laisse, Yvon, je m'en charge. Va plutôt prévenir ta femme et dis-lui que je dînerai avec vous, si ça ne dérange pas. » « J'allais vous le proposer, prof. Bon, puisque vous savez qui se planque dans mon foin, je ne m'en mêle pas. » Un clin d'œil du professeur avait coupé court à l'inquiétude légitime du fermier. Il renchérit sur un ton menaçant. « Sait-on jamais, si un Allemand en cavale ou un milicien s'était caché là, je serais monté le déloger armé de ma fourche. » La gorge nouée, Cécile retint sa respiration. Elle se pencha au bord du plancher et regarda prudemment en bas. Les vaches, les chevaux et les moutons étaient au pré, mais l'odeur des litières montait jusqu'à elle. Le professeur Itier lui fit signe. « Descends, ma pauvre enfant. Je ne te gronderai pas. Fais attention de ne pas tomber. » Cécile obéit, pleine d'appréhension malgré le ton amical de Jacquitier. À 2 kilomètres environ de la ferme, un couple était allongé sur une couverture à l'ombre d'un pommier, non loin d'une voiture grise dont les portières étaient ouvertes. Vêtue d'une robe sans manches à fines bretelles, la jeune femme s'étirait, un sourire comblé sur son visage doré par le soleil. Ses boucles brunes lui faisaient une sorte d'auréole. Un homme la caressait. D'une main, il effleurait sa poitrine, de l'autre, il savourait la peau soyeuse de ses cuisses sous le tissu.
Par instants, en inclinant sa tête blonde sur la chair tiède au parfum musqué, il déposait des baisers au creux de son épaule gauche, barrée d'un pansement blanc. « Je soigne ta blessure, » murmura-t-il. « Depuis que tu m'as confié que tu t'es aventuré à cette fenêtre dans l'espoir de me voir, je me sens coupable. » Il faisait allusion à une plaie superficielle causée par une balle qui avait ricoché sur un mur pendant les combats qui avaient marqué la libération d'Angoulême. « Tu n'es pas coupable, » protesta Béatrice. « Moi, je t'aime chaque jour un peu plus, Louis. Je n'ai pas envie de rentrer à la ferme. Mon père va me poser des questions embarrassantes et je serai obligée de lui mentir. Tant pis, je ne regrette rien. Cela a été merveilleux de passer tout le dimanche et 2 nuits avec toi. » « Merveilleux. Tu as de ces mots, » répliqua Louis de Martignac, attendri. « Je n'ai pas l'impression d'avoir été un compagnon très distrayant, ni très bavard. » Béatrice tendit son jeune corps souple vers son amant. Elle noua les bras autour de son cou en quête d'un baiser. « Nous nous sommes bien amusés tous les deux dans cet hôtel. Je maintiens le mot merveilleux. » La fin de son plaidoyer se perdit dans un soupir, car il prenait ses lèvres et s'emparait de sa bouche. Il venait de s'aimer au sein de la campagne paisible, baignée de lumière. Mais Louis était insatiable. Il était exalté par la beauté de sa très jeune maîtresse, en même temps qu'excité par sa science du plaisir et sa docilité. Là encore, il retroussa sa robe et se coucha sur elle. « Oh non, non, arrête, je t'en prie, il y a quelqu'un qui vient. » « Une voiture. Vite, asseyons-nous. » Le châtelain de Torsac se redressa promptement. Pour se donner une contenance, il alluma une cigarette. Béatrice en prit une elle aussi. « On ne peut pas être tranquille, » dit-elle entre ses dents. Une automobile noire au chrome brillant roulait dans leur direction. Ils distinguèrent bientôt à l'intérieur 4 hommes aux vêtements sombres. Louis se crispa, tout de suite sur la défensive. La veille, tandis qu'il dînait dans le restaurant de l'hôtel sur la route de Bordeaux, il avait entendu les discussions des clients, centrées sur l'épuration qui sévissait en ville. On évoquait des miliciens en fuite, solidement armés, ainsi que des résistants également armés, acharnés à traquer les collaborateurs. D'un geste nerveux, il saisit Béatrice par la taille. Elle n'avait pas vraiment peur. Ses activités dans le maquis l'avaient entraînée à affronter le danger. « Détends-toi, » souffla-t-elle. « Nous ne risquons rien. Tu es un rescapé des camps de prisonniers et je peux citer des noms connus du maquis de Bir Hakeim. Si ce sont des miliciens, cela ne nous aidera pas, Béa. Embrassons-nous, » proposa-t-elle. « Ils nous prendront pour ce que nous sommes, un couple d'amoureux. » Louis obtempéra, mais un frisson de peur lui parcourait le dos. Il avait trop souffert sous la férule allemande et il manquait de sang-froid. Néanmoins, il s'abîma dans un baiser passionné. Pendant ce temps, le moteur ronflait et la voiture se rapprochait. Les freins crissèrent. « Ils s'arrêtent, » se dit Béatrice. « Mon Dieu, pourvu que ce ne soient pas des types de la milice. Ils sont capables de nous tirer dessus comme si nous étions des lapins. » Elle tressaillit lorsqu'une voix retentit, assortie d'un bruit de portière claquée. « Ben ça alors, Béatrice !» s'exclama un jeune homme. « Je ne rêve pas, c'est toi ?» La fille d'Yvon s'était vite écartée de Louis et bondissait sur ses pieds. Elle dévisagea, l'air ébahi, le grand garçon d'une 20aine d'années qui marchait vers elle. « Martin, si je m'attendais ! Qu'est-ce que tu fabriques ici, en costume et cravate ? Je t'ai plus souvent vu mal rasé en tenue de camouflage. Monsieur de Martignac, venez que je vous présente un ancien camarade de guerre. » Louis se prêta au jeu, ayant saisi dès le premier échange qu'il s'agissait d'un groupe de résistants. Il serra la main de Martin en souriant. « Si tu savais la frousse que tu m'as flanquée, toi !» s'esclaffa Béatrice en retrouvant son langage habituel qu'elle avait soin d'oublier en compagnie de Louis. « Pourquoi ça ? Je travaille pour monsieur de Martignac comme secrétaire. Il me raccompagnait chez mon père et sa voiture a chauffé. Alors on a fait une pause.
En fait, on vous a pris pour des miliciens en cavale. Tu me connais, j'ai eu l'idée d'un baiser de cinéma. Ah oui, ta vieille ruse qui a fait ses preuves. J'y ai eu droit, monsieur, pendant que des boches se pointaient. Et ça a marché, déclara le dénommé Martin en riant. Au fond, je préfère ça, Béa, rapport à Lucas. Il a hâte de te revoir. Bon, on continue. On nous a signalé un gars du coin qui fricotait avec l'ennemi. Martin salua en levant la main et courut vers l'automobile dont le moteur tournait au ralenti. Figée sur place, Béatrice la regarda s'éloigner, puis disparaître dans un virage. Debout à ses côtés, Louis poussa un bref soupir. « Ainsi tu t'es battu à coups de baiser », tenta-t-il de plaisanter. « Une seule fois », gémit-elle en lui faisant face. « Martin est le meilleur ami de mon fiancé. Je n'ai pas eu le choix, je devais inventer quelque chose. » « Et tu as bâti un mensonge fort maladroit, si tu veux mon avis. Un patron en chemise, les manches retroussées, qui déballe une couverture. Ce garçon n'y a pas cru une seconde. » Eh bien, il fera semblant d'y croire quand il verra Lucas. On n'a pas eu de chance. Pourquoi ont-ils pris une route pareille où presque personne ne passe? Pour la même raison que nous, par souci de discrétion. Viens, je te ramène chez tes parents. Tu es fâché, Louis? Interrogea Béatrice. Non, je déteste ce genre de situation, voilà tout. Tu me rends très heureux, Béatrice. J'apprécie les moments que nous passons tous les deux. Mais tu es fiancée. Il faudra que tu prennes une décision sur ce point. Elle se jeta à son cou et le dévisagea avec ferveur. Il eut alors un triste sourire. Louis, je t'ai dit que je comptais rompre avec Lucas, mais pour ça je dois le revoir et lui parler en face. Tu es d'accord? Je t'en prie, aie confiance, je le ferai. Morose, le châtelain s'écarta d'elle pour rejoindre sa voiture. Il ne pouvait pas lui avouer la légère déception qu'il avait eue en la voyant rire et discuter avec Naturel, un Naturel auquel il n'avait pas droit. Il venait de le comprendre, et qui de surcroît lui déplaisait. « Tu fais des efforts quand tu es près de moi, Béa, » soupira-t-il. « Tu serais peut-être plus à l'aise avec Lucas. Seigneur, je vais te faire de la peine, mais j'ai plus du double de ton âge. Où allons-nous, au fond? Je profite de ta jeunesse et de ta beauté sans me soucier de toi. Réfléchis bien quand tu reverras ton fiancé. » Béatrice secoua la tête avec un air farouche. Elle ne pouvait pas renoncer à Louis de Martignac et, pour le garder, elle était prête à tous les compromis. « Je m'en fiche de ton âge, de Lucas, de ce que diront les gens. Je t'aime de tout mon être, Louis. Continuons ainsi, je ne veux rien d'autre. » Elle paraissait si triste qu'il revint sur ses pas et l'enlaça en l'embrassant. Enfin, il la contempla. « Je suis un vieil égoïste. J'accepte donc. Continuons, ma Béa. Je souffrirai tellement de te perdre, petite folle. Maintenant, il est temps que tu rentres au bercail. » Ferme des Mouniers, même heure, même jour. Jacquiti et Cécile étaient sortis main dans la main de la grange pour marcher sur le chemin à l'ombre fraîche des falaises. D'abord, la fillette ne put prononcer un seul mot. Mais son appréhension s'atténua, car le professeur ne parlait pas lui non plus. Quand ils approchèrent de la fontaine aux Arches, un merle voleta devant eux en lançant un sifflement mélodieux. « C'est l'endroit préféré d'Abigaël », insinua Cécile. « Vous savez, monsieur Jacques, je ne pensais pas ce que j'ai dit tout à l'heure. Je suis désolée, et j'ai beaucoup de peine. » « Je m'en doute, petite. Je ne te gronderai pas, et ne te ferai même pas la leçon. Le chagrin rend méchant souvent. J'ai eu des centaines d'élèves quand j'exerçais, et j'ai appris moi aussi bien des choses sur l'âme humaine grâce à tous ces enfants. Si l'un d'eux se montrait indiscipliné, violent, injurieux,
J'avais soin de le retenir après la classe pour lui poser des questions sur sa famille et sur lui. Bon, c'était des garçons, et tu es une fille. Seulement, depuis bientôt 1 an, tu as vécu des moments difficiles. Ne crois pas que je l'ignore ou que je m'en moque, Cécile. Vous avez été très gentil avec moi, monsieur, je le sais. C'était normal. Ton frère et toi, vous aviez perdu votre grand-mère 4 ans après vos 2 parents. Tu étais orpheline. Mais même le cœur gros, tu as pourtant tout supporté. Tu as dormi dans une grotte où tu devais avoir peur, froid et faim. Ensuite, tu as pu vivre auprès d'Abigaël et de sa tante Marie. Mais la roue a tourné, n'est-ce pas? J'ai épousé Marie, Adrien a été tué, et Abigaël s'est mariée. Le professeur perçut la crispation des doigts de la fillette à l'énoncé du prénom de son frère. Sa plus grande blessure était là, dans la disparition d'Adrien. J'ai dit ces méchancetés, expliqua Cécile, parce que j'étais très en colère à cause du bébé. Je l'aimais déjà, le bébé, monsieur. Et ce bonheur t'est enlevé également après la perte de ton grand frère, déplora-t-il. Et tu as éprouvé de la haine? Peut-être, oui. C'est mal. Si tu le regrettes sincèrement, nous allons effacer ça. Tu n'es qu'une fillette. Comment te reprocher d'avoir cédé à de mauvais sentiments dictés par la peine et la colère? Les adultes ont des réactions de ce genre dans certains cas. Il s'était arrêté en face de la fontaine. Cécile tendit l'oreille pour écouter le murmure de l'eau. D'une pureté de cristal, la source glissait sur de fines herbes d'un vert émeraude. J'avais promis à mon neveu ou à ma nièce que je viendrais ici avec lui ou elle, avoua l'enfant. J'ai fait tant de rêves. Abigaël a dû faire les mêmes rêves que toi, ma pauvre petite, dit-il d'un ton amer. Elle doit être très malheureuse, du moins si elle n'est pas trop faible. Mais elle ne va pas mourir, hein, monsieur, supplia Cécile affolée. Je voudrais la voir et la consoler. Aussi, maintenant, je suis d'accord pour habiter là-bas en ville. Elle ne sera pas seule comme ça quand son mari travaillera. Je pourrai aider au ménage et à la cuisine si elle est fatiguée ou souffrante. Jacques Itier se pencha un peu et d'un doigt releva le menton de la fillette qui se tenait tête basse. « Voici une excellente idée, » affirma-t-il. « Je suis sûr qu'Abigaël sera réconfortée par ta présence, car elle t'aime de tout son cœur. »« Moi aussi, je l'aime. Je l'adore, » gémit Cécile au bord des larmes. « Dites, monsieur, personne ne saura jamais ce que j'ai dit tout à l'heure. » Personne. Tu as ma parole. Il lui tapota la joue avant de l'entraîner en sens inverse en direction de la ferme. Ils firent halte devant chez lui. Le jardinet, situé en contrebas de la pittoresque maison, était un enchantement en cette saison, tant les fleurs aux vifs coloris abondaient sur la toile de fond d'une végétation exubérante. « Cécile, » ajouta-t-il, « je dois te prévenir. Tu ne pourras pas habiter immédiatement à Angoulême. Il faut patienter quelques jours, 3 ou 4 environ, le temps qu'Abigaël se rétablisse un tant soit peu. Si tu veux, en attendant, je pourrai te faire travailler l'arithmétique et la grammaire. Ainsi, quand tu te présenteras à l'école, tu auras moins de retard. » Elle esquissa une moue de dépit. Il lui coûtait de passer encore plusieurs jours à la ferme, maintenant que sa décision était prise. Si je retournais au château, dites. Agnès entre à la pension le 15 septembre, elle m'en a informé hier matin, quand on s'est dit au revoir. On s'amuse tellement bien toutes les deux. Je vais demander la permission à monsieur Yvon. Ce ne serait guère raisonnable, Cécile. Tu vas finir par déranger madame de Martignac et son fils. Tu viens de le dire, tu es revenu hier matin. C'est même le maire de Torsac en personne qui s'est chargé de te ramener. Je le sais parce qu'il m'a salué au passage. Oh, vous savez, je ne vais pas déranger. La vieille dame ne sort plus de sa chambre et le père d'Agnès n'a pas dormi au château samedi soir. Le professeur hocha la tête. Il se souvenait qu'il avait croisé le châtelain au cours de la réception donnée par les parents de Maxence dans leur demeure de Vars.
Il avait aussi remarqué, à l'instar de Marie, à quel point Béatrice et lui semblaient proches le jour du mariage d'Abigaël. Mais il s'est éclipsé de bonheur, et aux bras de Béatrice. Où sont-ils allés ensuite? Il supposait à juste titre que la conduite de la jeune fille déplairait à son père, et cela le préoccupait. Soudain, quelques mètres plus loin, il poussa un cri de surprise. « Tiens, Cécile, tes affaires peuvent s'arranger rapidement. Je n'ai pas la berlue, c'est la voiture grise de monsieur de Martignac là-bas, garée près de l'entrée de la carrière. »« Mais oui, c'est lui au volant !» s'enthousiasma la fillette. « Oh, il est avec Béatrice !» Itier fronça les sourcils. Ses soupçons se confirmaient. « Pourquoi ils ne sont pas allés se garer dans la cour de la ferme ?» s'étonna innocemment Cécile. « Je n'en sais rien, petite. » Béatrice fut la première à apercevoir Cécile qui courait vers la voiture. Elle lâcha précipitamment la main de Louis qu'il avait posée sur sa cuisse et qu'elle étreignait. « Flûte, » marmonna-t-elle. « Le professeur arrive. Il nous a vus. Tant pis, je descends. Je vais trouver une explication. Mais je ne peux pas t'embrasser. » « Nous nous rattraperons une autre fois, » dit-il, gêné. Elle approuva et descendit prestement du véhicule. « Bonjour, monsieur Louis !» cria la fillette, immobile à 2 pas du capot. « Bonjour, Cécile !»« Vous vous promenez, le prof et toi ?» lança gaiement Béatrice en plaquant une bise sur la joue de l'enfant. « Oui et non, Béa. Comment ça ? Demande ce qui se passe au professeur. Moi, si j'en parle, je vais pleurer. » Sur ces mots, Cécile trottina vers la vitre ouverte et planta ses yeux verts dans ceux du châtelain. « Est-ce que vous voulez bien m'emmener au château ?» dit-elle dans un souffle. « Agnès me manque et puis je suis très triste. »« Bien sûr, » répliqua-t-il compatissant. « Agnès sera ravie de te revoir. Je t'invite. »« Merci. Je cours chercher un vêtement de rechange et avertir monsieur Mounier. Vous pouvez m'attendre ici. »« Entendu. Prends ton temps, je ne suis pas pressée. » Déjà la fillette s'éloignait en courant. Son éducation mondaine obligea Louis à quitter sa voiture pour aller saluer le professeur, qui était en grande conversation avec Béatrice à une 20aine de mètres de là. Au bruit de ses pas sur les cailloux, la jeune femme fit volte-face et lui adressa un regard effaré. « Est-ce que tout va bien ?» s'enquit-il inquiet. « Non, non, Louis, ça ne va pas bien du tout. Abigail aurait pu mourir. Elle a perdu son bébé et fait une hémorragie sévère. Prof, vous en êtes certain? Elle est sauvée ? » « Je te l'ai dit, a priori, oui. »« Je dois être auprès d'elle, » s'écria Béatrice. « Je t'en prie, Louis. Pardon, je vous en prie, conduisez-moi en ville. »« Seigneur, que s'est-il passé ?»« Les aléas de la guerre, » déplora Jacques-Itier. « Abigail aurait été bousculée pendant une chasse aux collaboratrices. Ces pauvres femmes comptons pour les punir. C'est du moins la version de Maurice. Il est venu nous avertir et chercher Marie. » « Toujours la violence, toujours la vengeance !» débita Louis, les mâchoires crispées. « Allons-y, Béatrice. Je veux la voir et l'embrasser, la pauvre petite. »« Oui, bien sûr, » renchérit-elle. « Excusez-moi, monsieur de Martignac, » protesta alors le professeur d'une voix sèche, « mais malgré vos relations cordiales avec Abigail, je crains que votre place ne soit pas à son chevet, ni au domicile de Maxence Vermont, surtout en de pareilles circonstances. » Tendus et nerveux, les 3 protagonistes de cette scène ne prirent pas garde au sifflement caractéristique produit par des roues de vélo lancées à vive allure, ni au léger crissement de ces mêmes roues sur la voie empierrée. Aussi, Yvon déboula-t-il sur place à l'instant précis où Louis répondait à Jacques-Itier. « Je suis navré, monsieur, mais ma présence auprès d'Abigail est tout à fait légitime, puisque je suis son oncle. » Oui, son oncle par les liens du sang. Il y eut un grincement de frein et un choc métallique sur le sol desséché par l'été. Yvon avait bondi de l'engin en le jetant par terre. « Qu'est-ce que c'est encore ces fadaises ?» hurla-t-il furieux. « Abi n'a qu'un oncle, et c'est moi, le frère de son père. » Son arrivée n'était pas due au hasard. Cécile l'avait trouvé dans la grande cour, occupée à affûter une lame de faux.
Elle s'était empressée de lui soumettre sa requête. Cependant, pour un père déjà irrité par l'absence de sa fille, de la savoir en compagnie du châtelain, lui-même garé à prudente distance de la ferme, c'était la fameuse goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. « Papa, calme-toi » supplia Béatrice. « C'est la vérité. » « Toi, Béa, garde tes salades pour plus tard. On réglera nos comptes en famille. Tu files à la maison et tu ne bouges plus. Quant à vous, monsieur du château, je vous conseille de prendre le large et de ficher la paix à ma fille et à ma nièce. » Livide, Louis hésita. Il n'avait pas envie de se quereller ni d'être impoli. Le moment était mal choisi pour expliquer le secret de sa parenté avec Abigaël, mais il se résigna. « Monsieur Mounier, » commença-t-il sur un ton paisible, « je vous prie de m'écouter. Le professeur Itier, qui me connaît, sera témoin de mon récit. Je sais à quel point Abigaël vous estime et vous aime. Elle me l'a confié. Vous êtes une sorte de père à ses yeux, et je vous en remercie. Néanmoins, je suis bel et bien son oncle. Pour être plus précis, vous avez devant vous le demi-frère de Pierre Mounier, adopté par vos parents en bas âge. Je l'ai su tout récemment, presque en même temps qu'Abigaël. » Sidéré, Jacques Itier et le fermier considéraient Louis de Martignac d'un œil suspicieux. De son regard noir, Yvon étudia mieux les traits harmonieux du châtelain, le dessin de ses sourcils et la ligne de son nez. Son cœur manqua un battement. Sans doute que si mon Pierrot avait vécu jusqu'à aujourd'hui, il aurait pu lui ressembler, conclut-il, aussi bouleversé que vexé. Quelle histoire, marmonna le professeur. Pourquoi Abigaël n'a-t-elle rien dit, au moins à sa tante Marie? Ouais, pourquoi donc? Gronda Yvon. Il me faudra des preuves pour gober vos sornettes. Tu en auras, papa, s'impatienta Béatrice, qui ne lui avait pas obéi et qui les observait à tour de rôle. Si tu doutes encore, tu pourras toujours rendre visite à Edmée de Martignac, la mère de Pierre. Bon sang de bois, je vais devenir fou. Mais vas-tu déguerpir Béa? Elle haussa ses épaules dorées, bien déterminée à partir pour Angoulême en compagnie de son amant. Tu es en colère, papa, dit-elle en lui prenant le bras. En colère et malheureux, comme nous tous. Et puis, tel que je te connais, tu te fais des idées. Moi aussi, j'étais au courant pour Abigaël et monsieur de Martignac. Du coup, ça a créé des liens et nous avons sympathisé. Rien d'autre. En plus, il m'a proposé du travail, n'est-ce pas, Louis? Nous en causions dans sa voiture, car il m'a gentiment raccompagné. Ah, et raccompagné d'où? Insista Yvon. Où étais-tu samedi soir, dimanche, la nuit de dimanche à lundi, et ce lundi? Je n'avais pas le droit de fêter la libération de la ville et du département, mon petit papa, minauda Béatrice. J'étais dans la résistance et j'ai retrouvé des camarades. Dis donc, tu ne me surveillais pas de si près quand je passais des semaines ou des mois dans le maquis. Médusé devant l'audace de sa jeune maîtresse, Louis détourna les yeux. Il ne vit pas le rude fermier capituler et déposer un baiser sur le front de sa fille. « Bon, » intervint le professeur, « il serait judicieux de bavarder un peu autour d'un café ou d'une rasade d'eau-de-vie. C'est louable, Béa, de vouloir te ruer au chevet de ta cousine, mais les visites pourraient être reportées à ce soir, par correction et pour ménager sa pudeur. » « D'accord, » concéda Yvon, « on va boire un coup à la ferme. »« Entendu, » dit Louis. « Autant faire le point et laisser Abigaël récupérer des forces. » Ils se mirent en route sans plus échanger un mot. Son baluchon à la main, Cécile les vit arriver alors qu'elle s'apprêtait à courir de nouveau sur le chemin, réconfortée à l'idée de retrouver son amie Agnès dans moins d'une heure. Béatrice eut pitié de sa mine déconfite. « Ne t'inquiète pas, » lui dit-elle dans le creux de l'oreille. « Tu vas écouter une incroyable histoire, et promis, ce soir, tu dormiras au château. » Chapitre 3. La fin de l'été. Angoulême,
Place du Minage, le lendemain. Mardi 5 septembre 1944. Assise au chevet d'Abigaël, Marie écoutait les clochers de la ville sonner 10 heures du matin. Les tintements aux notes différentes, les unes graves, les autres plus légères, se mêlaient dans l'air et berçaient sa songerie. Elle aimait ce concert sempiternel qui évoquait pour elle toutes les églises d'Angoulême. Les premiers temps de leur romance, Jacques avait eu soin de les lui dépeindre, puis de lui montrer des clichés photographiques de chacune. Depuis, au gré de leur séjour chez Véronique Rousseau, domiciliée rue de Bella, sur le plateau, comme disaient les gens du pays, elle avait pu visiter Saint-Martial, situé sur une rue très commerçante. Aubésine et sa flèche... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.